Napoléon a fait dessiner un hussard blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds, au plein milieu du tableau, à la place du général Dumas, pour qu'il n'y ait pas un noir au centre de ce tableau. Et donc ça va inaugurer, en fait, finalement, une période où on va expurger progressivement de l'histoire de France, en fait, les Noirs, leur présence, en tout cas, quand il s'agit de faits, de contribution de leur rapport à la société française. Et on va privilégier que la part sombre finalement de cette histoire-là, en tout cas qui met les Noirs dans une situation d'infériorité, l'histoire, la période de l'esclavage, en fait, où ils étaient dominés. On mène avant l'idée de générosité de l'État qui abolit l'esclavage. Pendant longtemps, vous avez vu jusqu'en 1998, les commémorations qui étaient faites de l'abolition de l'esclavage n'étaient faites que dans une perspective abolitionniste, comme s'il n'y avait jamais eu de résistance, de révolte, etc. Et comme si l'esclavage avait été octroyé, comme les indépendances dans les années 60 ont été octroyées dans les colonies françaises par la France à ses ex-colonies. Prenons l'autre versant finalement, qui sont les relations de ces pays européens avec justement les nations africaines sur la même période. Qu'est-ce qui a changé finalement ? Oui, ce qui a changé et ce qui a été capital, dramatique, on va dire, pour la partie africaine dans cette relation-là, c'est que, effectivement, jusqu'au XVIe, jusqu'au XVIIe siècle, déjà l'Afrique avait le même niveau de développement que l'Europe. Ce qui va changer, c'est que les relations entre les États africains et les royaumes africains et les royaumes européens, c'était des relations d'égal à égal. Même dans la période plus ancienne, c'était même l'inverse. On recherchait des alliances en Afrique parce que justement les royaumes africains étaient puissants, étaient riches, avaient l'or, et que les Arabes étaient les seuls à faire passer en Europe et servaient d'intermédiaire entre les rois africains comme l'Empire du Mali, qui était l'une des plus grandes puissances à l'époque. L'Éthiopie est restée toujours un royaume africain pour les Européens, qui était un territoire avec lequel il fallait nouer des alliances. Cette légende du mythique roi Jean d'Éthiopie, que différents royaumes chrétiens d'Europe cherchaient à rencontrer pour nouer des relations, justement pour prendre à revers les armées musulmanes pendant les périodes de croisade. La Russie avait besoin de l'appui de l'Éthiopie pour prendre à revers l'Empire ottoman. Donc, cette idée-là qui a subsisté au XIXe siècle est très ancienne et montre bien l'opinion qu'on se faisait effectivement de l'Afrique dans l'époque ancienne. Et donc, il y avait des relations diplomatiques. Il y a Ketlo, une des historiennes, qui a travaillé avec nous sur cet ouvrage collectif par les Africains et leurs descendants à l'histoire de l'Europe. Ketlo, qui travaille sur le Royaume-Uni et la période de la Renaissance, a publié récemment un article sur justement les relations diplomatiques entre les États africains et les États européens du XIVe au XVIe siècle. C'est une nouvelle page en fait de l'histoire des relations de l'Afrique et de l'Europe qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. Donc on découvre effectivement des relations diplomatiques d'égal à égal, comme les pays européens le faisaient avec la Chine ou d'autres nations, et donc avec des émissaires africains qui venaient en Europe, ou des rois européens qui envoyaient leurs émissaires en Afrique. Il y a eu les ambassades, que ce soit du roi de Congo au Portugal, en Espagne, ou même auprès du Vatican. Il y a eu aussi des ambassades que les rois du Portugal ou d'Espagne ont envoyées en Afrique, que ce soit auprès des rois du Congo, auprès du roi du Bénin, de l'Oba, le royaume du Bénin. Il y avait des relations diplomatiques entre l'Espagne et un des royaumes, par exemple, situé aujourd'hui dans le territoire de la Sénégambie. Tout de suite, sur les côtes africaines, il y a eu, les Portugais recherchaient d'abord les épices et l'or. Les caravelles avaient été financés au départ pour cela, mais cela ayant coïncidé avec un besoin en main-d'œuvre en Europe et dans les Amériques, cette nouvelle technologie maritime a permis effectivement de faire d'une pierre plusieurs coups, puisque non seulement les épices et l'or, les Européens, par les Portugais, vont avoir un accès direct à l'or africain et contourner maintenant les intermédiaires qui étaient les Arabes à l'époque pendant longtemps. Mais en plus,
ils vont commencer à raser des populations africaines, mettre dans les bateaux et les envoyer dans les Amériques. Qu'en est-il du métissage? Oui. Justement, un métissage va être mis en place. Les Portugais vont le faire, par exemple, sur toute la côte africaine, parce qu'en fait, ils vont commencer à s'installer au nord de l'Afrique, menant des razzias des populations berbères qu'on appelait les Azénèques. Mais après, ils vont descendre plus sur la côte ouest africaine et jusqu'au Cap, donc en Afrique du Sud. Ils vont contourner après, aller de l'autre côté, Zanzibar, etc. Et au Royaume du Congo, par exemple, ils vont raser de plus en plus de populations. Et quand cela va arriver aux oreilles du roi du Congo, il va bien sûr s'opposer à ces traites et donner instruction à tous les navires portugais européens qui accostaient sur les rives du Royaume du Congo de ne plus raser les populations du royaume. Bien sûr, cela ne va pas être pris en compte puisque l'appât du gain, les bateaux sur les caravelles étaient arrivés là pour cela. Donc, retourner sans captifs aurait été un échec économique. Et ceux qui avaient financé l'expédition à Lisbonne ou à Madrid s'attendaient plutôt à un retour sur investissement important. Donc, ils employaient tous les moyens pour pouvoir se procurer des captifs pour les ramener en Europe, puis plus tard dans les Amériques. Le roi ordonne que les bateaux qui accostent soient brûlés, incendiés. Donc les bateaux étaient incendiés, les navigateurs et leur équipage étaient massacrés. Et donc cela a causé de nombreux soucis au Portugal, qui pendant quelques années a changé de stratégie et a décidé de dire au roi alors du Congo que désormais ils ne venaient plus pour capturer des Africains, mais qu'ils allaient faire du commerce. Qu'ils avaient besoin d'épices, qu'ils avaient besoin de produits, éventuellement de minerais, s'ils en disposaient, qu'ils recherchaient l'or, etc. Donc, un système de commerce s'est instauré pendant quelques années, ce qui a permis à ces marchands portugais qu'on envoyait de découvrir les structures politiques étatiques de ce royaume. La même chose a été faite en Afrique de l'Ouest avec le royaume du Bénin et dans d'autres régions. Et découvrir donc le système, les sociétés en fait africaines de l'époque, comment elles fonctionnaient, le pouvoir donc du roi du Congo, jusqu'où s'étendait son pouvoir, quelles étaient ses relations avec d'autres royaumes africains voisins, s'il y avait des relations conflictuelles avec d'autres royaumes, si le Portugal pouvait nouer des alliances avec des ennemis du roi du Congo pour le renverser, etc., ou pour conquérir son royaume. Mais déjà pour développer le commerce et pour s'installer dans les territoires, la première stratégie qui a été mise en place était de marier des Africaines, d'avoir des enfants, donc des métis portugais, nés dans ces territoires-là, qu'on envoyait ensuite au Portugal, qu'on instruisait au catholicisme, qu'on éduquait en Europe, et qu'on préparait donc à venir s'installer en Afrique pour défendre les intérêts du Portugal et pour préparer au mieux justement la traite négrier qui va être installée plus tard pour développer la traite, puisque les besoins en captifs étant de plus en plus nombreux. Ce qui fait que les lettres du roi du Congo au roi du Portugal, demandant au roi du Portugal d'interdire à ses citoyens de ne plus raser les populations au Congo, ces lettres sont restées sans réponse. Le roi du Portugal, on le sait, a réagi en disant que le royaume du Congo était tellement peuplé que ça ne lui causerait aucun mal que déporte une partie de sa population.